Bonsoir tout le monde. Merci à tous de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre webinaire. Je suis Boka Anne, assistant manager chez MSC Francophone et je suis en charge de modérer la présentation d'aujourd'hui. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter quelques points logistiques. Tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Très bien. Vous pouvez utiliser cette boîte pour poser vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Enfin, le webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site internet dès demain. Le tour de l'Afrique francophone se poursuit. Nous sommes aujourd'hui au Congo RDC et le webinaire sera présenté par Rocky Abdul et Elisabeth Berthe. Nous sommes aussi ravis d'accueillir Patrick Mouroula et Rudy Nukwamu pour enrichir notre échange. Un petit peu de patience, permettez-moi, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, de vous présenter MSC en quelques mots. MSC est une société de conseil international qui est spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous travaillons avec nos clients et partenaires à travers le monde pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Nous sommes au cœur de la révolution de la finance digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, nous travaillons avec les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services tiers, mais aussi les startups à travers l'Afrique et l'Asie. Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels. Nous aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant les données et les idées que nous tirons de nos travaux de recherche sur le terrain. Ces travaux sont véritablement enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs aspirations et de leurs comportements. Nous partageons également notre expérience à travers l'Institut Helix, qui est notre organe de formation. Hors période Covid, nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques à Dakar et à Abidjan. Enfin, nous offrons des formations en ligne bénéficiant d'une accréditation de l'Université du Québec. Et je profite de l'occasion pour vous annoncer que la prochaine session de notre cours sur la transformation digitale débutera en septembre et les inscriptions sont ouvertes. Plus récemment, nous avons lancé le Hub de la finance digitale. Un site web 100% francophone, 100% collaboratif. Ce site offre du contenu diversifié, des articles, des podcasts, des infographies, des vidéos, des matériels de formation, mais aussi un calendrier d'événements à ne pas rater, ainsi qu'une toute récente session dédiée à l'écosystème des startups tech. Cette plateforme est là pour vous. N'hésitez pas à vous y inscrire, à y contribuer. C'est gratuit. Ensemble, nous créerons l'impact dans nos pays. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Rocky, je te laisse la parole. Merci. Merci Boka pour cette introduction. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ces périodes aussi difficiles. Je suis Rocky Abdul, assistant manager à MSC. Alors, Microsoft Consulting a mené une étude sur les paysages de FinTech dans 6 pays d'Afrique francophone, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, la RDC, le Sénégal et le Togo. Et ce webinaire mettra en relief les résultats de l'étude effectuée en RDC et présentera également les opportunités dont disposent les FinTech à contribuer à l'inclusion financière.
Il faut noter que ces rapports pour ces études sont disponibles sur tous nos sites et donc vous pouvez les consulter à tout moment. Notre webinaire aura comme sommaire, nous allons commencer par une introduction sur l'inclusion financière et donc comprendre en premier lieu la situation de l'inclusion financière, les contraintes et les opportunités. Ensuite, nous identifierons les caractéristiques et les contraintes des fintech en RDC. Nous listerons également les opportunités et recommandations pour accompagner les fintech dans leur développement. Et nous aurons un entretien avec nos deux invités, M. Ridi qui est CEO de MaxiCash et M. Patrick qui est coach à Auréole qui partageront aussi avec nous leurs perceptions. Et à la fin de ce webinaire, nous aurons une séance de questions-réponses où nous allons donner plus de détails et ainsi on va clôturer ces webinaires. Alors, cette étude aborde tout d'abord les principales caractéristiques de l'inclusion financière, les contraintes et opportunités liées aux services financiers digitaux et donne un aperçu du secteur dans les fintech à chacun des pays. Ensuite, elle synthétise les principales conclusions concernant l'écosystème de soutien qui se compose de 4 piliers, donc l'accès au capital, l'accès au talent, la collaboration et les cadres politiques et réglementaires. Et donc, cette étude, à la fin, reformule un nombre de recommandations clés pour orienter les prochaines étapes du développement de l'inclusion financière à travers les initiatives des fintech en RDC. Alors, les questions des recherches de notre étude sont affichées à l'écran. Et les réponses à ces questions constituent donc la quintessence ou même l'objectif ou l'ossature de cette étude. Et ici, nous présentons juste le point saillant de cette étude. Parlons maintenant des opportunités de l'inclusion financière en RDC. Alors, pour améliorer l'inclusion financière, il est primordial de comprendre l'environnement opérationnel, les clients, leurs besoins, afin de développer les services qui créent de la valeur pour ceux-ci. Ainsi, 4 éléments ont été choisis ici pour comprendre de manière générale l'inclusion financière. Donc, le mobile money, l'accessibilité, l'abordabilité et la sensibilisation. En ce qui concerne le mobile money, même avec les 4 opérateurs en RDC, la RDC est loin de bénéficier de tous les avantages liés au mobile money, même si le service a une ancienneté de 8 ans. Donc, le compte de mobile money est toujours considéré comme un compte d'épargne express accessible à tout moment. Et donc, à part des cas isolés comme Click de Finca avec Vodacom, l'absence de l'interopérabilité ou des collaborations reste un des freins à l'émergence de mobile money en RDC. Alors, aux environs de 16%, le taux de pénétration de la téléphonie mobile dépasse celui des services financiers, qui est autour de 4%. Et donc, toutefois, le marché de la RDC souffre de problèmes de sécurité, d'une instabilité économique et politique, d'infrastructures minimales et d'une population dispersée. En ce qui concerne l'accessibilité, avoir un compte bancaire en RDC et dans certaines provinces demeure encore un luxe que nombreux ne savent pas se donner. L'infrastructure bancaire congolaise n'est pas assez fournie. Peu de distributeurs automatiques des billets, absence d'un bureau de crédit. On remarque aussi un problème de proximité. Bien que le modèle actuellement développé qu'on appelle le modèle d'agent, il est déployé dans beaucoup de grandes villes, mais les fréquentations dans les salles bancaires ne cessent d'augmenter. Et donc, même si les réseaux est déjà implanté, mais on remarque aussi des dysfonctionnements de ces réseaux. On a le manque de liquidité, manque de connexion et les processus de réclamation qui sont un peu longs. Il y a aussi un problème d'adaptation des produits à la demande. Beaucoup de produits ne répondent pas à la demande de la population, surtout la population au bas de l'échelle. Il y a un problème lié à l'exigibilité. Quel profil, quel historique pour avoir les crédits ou quelle garantie pour avoir les crédits ou rembourser? En ce qui concerne l'abordabilité, donc bien que le régulateur actuellement a pris la décision de rendre certains services gratuits, mais les services bancaires en RDC coûtent toujours cher. Alors, parmi les éléments qui rendent ces services chers, nous pouvons citer ici l'environnement bancaire qui est non connecté, interconnecté, et les manques d'interopérabilité. Donc, ça, c'est un problème très réel en RDC. Il y a le problème de dollarisation de l'économie.
Les crédits, par exemple, et les remboursements se font en dollars, mais les clients opèrent en francs congolais. Alors, cette perte-là liée à l'échange, elle est bien évidemment supportée par les clients. Il y a un problème lié à la non-transparence et l'homogénéité dans les méthodes, surtout des pricing des crédits et des fixations des taux. En ce qui concerne la sensibilisation, la RDC a une histoire un peu louche par rapport aux opérations bancaires parce qu'elle est caractérisée par des chocs financiers, des escroqueries dans toutes sortes ayant entraîné des pertes de fonds, des institutions bancaires qui ont fermé et sans raison et des réclamations jusque-là non répondues. Alors, ces problèmes créent un manque de confiance dans la population. Alors, ce tableau place l'utilisation des services financiers en RDC dans une perspective régionale comparative. Donc, même après l'exclusion de la population rurale profonde, seuls 15% de la population adulte est bancarisée. Donc, la RDC est au bas de l'échelle en matière d'inclusion financière par rapport à ses pairs régionaux. Si on le compare à l'Ouganda, le Congo-Brazza, la RDC, la Tanzanie, et j'en passe. Alors, notons ici que le levier de croissance de l'inclusion financière en RDC au cours de ces 8 dernières années est principalement dû au mobile money et aux services bancaires d'agents. Actuellement, on sait voir en RDC des réseaux de pancartes des différents agents bancaires un peu partout. Alors, le message ici est clair. L'avenir du secteur financier est digital. Et donc, la RDC est un pays à forte potentialité à cause de sa population, d'où ceci crée une certaine opportunité. Parlons des services aux PME. Le secteur des PME en RDC occupe plus ou moins 95% du marché de l'emploi et est buté aux défis de financement. Alors, c'est un secteur aussi négligé, mais qui pallie à l'absence d'une politique publique réelle pour lutter contre le chômage. Alors, ici, on doit remarquer qu'il y a une différence, vraiment un gap très énorme entre la demande et l'offre en ce qui concerne les PME. Il faudra donc penser aux solutions alternatives avec des associations entre les membres des familles et aussi demander des financements à l'État. Et c'est pourquoi les institutions financières actuellement, ils ont compris que les PME actuellement, avec les problèmes que nous avons abordés précédemment, donc les problèmes liés à l'historique, les problèmes liés aux garanties. Ils ont développé beaucoup d'institutions, développé des crédits en groupe qui connaissent une certaine réussite dans beaucoup de vies. Parlons maintenant des caractéristiques des PME, des FinTech en RDC. Alors, notons tout d'abord qu'il existe 3 foyers de FinTech en RDC. Il y a la capitale Kinshasa, il y a sud-est, Lubumbashi, et à l'est, Bukavu Goma. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ces fintech? Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat dans le monde digital commence actuellement à émerger en RDC. Alors, les fintech congolais sont un peu jeunes, donc c'est encore jeune, avec l'âge moyen de 3,6. Et ces fintechs sont souvent lancés ou créés par des ingénieurs en informatique qui n'ont pas forcément des compétences en gestion financière. Et la plupart sont des jeunes Congolais qui sont à l'étranger ou qui étudient à l'étranger ou qui ont étudié à l'étranger. On a aussi remarqué que 10% des startups fintech en RDC ont été fondées ou cofondées par des femmes. Ce taux se situe exactement à la moyenne globale de 10%. Donc, on remarque que du point de vue global, 10% des PME ou 10% des fintechs sont créés par des femmes. Alors, ces femmes cherchent à développer leur activité et donc, elles essaient un peu d'élever les obstacles juridiques, institutionnels et financiers auxquels elles se heurtent souvent. Mais parmi ces femmes, nous avons ici l'exemple de Kileshe Kashono qui est juste à droite. Et c'est une cofondatrice et co-directrice générale de Muungano Ebb qui a été nommée sénatrice de la RDC à la grande assemblée du World Business Angels Investment. Et donc, c'est une très belle opportunité aussi de voir, mais aussi une bonne chose de voir que les femmes congolaises aussi, ils sont intéressés aussi par les fintech. Alors, on a remarqué que la majorité de ces fintech fonctionnent sous fonds propres et déplorent la difficulté de lever des fonds auprès des investisseurs qui sont beaucoup plus tentés à financer
les fintechs qui se trouvent au stade d'expansion. Alors, de nombreuses fintechs ont du mal à lever des fonds nécessaires pour sortir la phase de démarrage. Nous avons aussi remarqué que le modèle des fintech congolaises souffre de l'effet de mimétisme. Donc, les gens se copient et l'innovation n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc, la plupart actuellement sont lancés dans les paiements. Donc, le modèle ou le principal modèle commercial est le B2B. Et ainsi, il constitue une base solide de partenaires et jette vraiment des bases solides de croissance future. Mais ces modèles, eux aussi, suivis du modèle B2B2C. Alors, les fintechs actuellement sont vraiment en phase très développée et se sont lancés sans le soutien d'un programme d'incubation ni d'un investisseur providentiel. Donc, les incubations sont récentes dans beaucoup de grandes villes congolaises. Parlons de l'écosystème des fintech qui est un peu plus naissant. On a remarqué que la majorité des fintech, comme je l'ai dit tantôt, elle est beaucoup plus ancrée dans les paiements. Et la cible première de ces fintech devient alors les MPME, donc les micro, petites et moyennes entreprises. Et donc, les autres secteurs de l'économie sont laissés pour compte. Alors, les fintech devraient normalement apprendre à diversifier leurs offres et normalement, elles souhaitent développer d'autres solutions aussi. Elles pouvaient développer d'autres solutions comme le crédit digital, l'épargne digitale, l'éducation, la littératie financière. Mais cependant, elles font face aussi à certaines barrières réglementaires, juridiques, mais aussi financières. Alors, certains projets de collaboration sont en cours actuellement entre les fintech et les institutions financières pour voir comment offrir des services de seconde génération et beaucoup plus diversifier leurs offres. Parce qu'on a vu que la plupart de leurs offres sont juste des applications mobiles. Voici la cartographie des fintech congolais selon les secteurs d'activité. Donc, nous pouvons bien voir que la plupart ciblent, comme nous l'avons dit, les MPME et les jeunes. Alors, on voit bien que le secteur agricole est encore desservi. Et même pour les fintech qui se prennent de cibler ces secteurs, donc les agriculteurs, leur portefeuille agricole est quasi inexistant. Donc, c'est peut-être que c'est pour juste du marketing ou pour montrer vraiment qu'ils ont de l'impact social, mais en réalité, leur portefeuille est pas aussi intéressant. Alors que la RDC, avec plus de 80 millions d'hectares, représente vraiment 80 millions d'hectares cultivables représentent une bonne opportunité pour les agriculteurs, mais aussi pour taguer ou cibler ces secteurs. Même le plan national stratégique de développement envisage l'augmentation de la production agricole en utilisant de nouvelles solutions qui sont un peu plus viables et qui vont booster un peu la production congolaise. Alors, quels sont les défis et les opportunités pour les fintech congolaises? Beaucoup de fintech n'ont pas encore atteint la maturité en RDC et restent encore au stade embryonnaire et peuvent disparaître n'importe comment, n'importe quand et donc plus facilement. Alors, ces fintech font face à de nombreux défis. Ici, nous mettons l'accent beaucoup plus sur les talents et au renforcement des capacités. Alors, nous avons remarqué que la plupart des startups congolaises ou des fintech congolaises sont créées et gérées par des hommes qui sont peu expérimentés et qui ne possèdent pas vraiment des compétences entrepreneuriales et donc la fibre commerciale. Ils n'ont pas pour la plupart été confrontés à de problèmes réels dans le monde des affaires. Et donc ici, nous voyons que ce sont des brillants informaticiens, mais qui n'ont pas d'idée à ce qui est de l'organisation ou du management ou du savoir-faire vraiment managérial. Mais on s'est dit, et si le problème en RDC se trouvait réellement à la base? Parce que les systèmes éducatifs en RDC ne boostent pas l'entrepreneuriat. Et seuls donc certains programmes initiés à l'entrepreneuriat au niveau de l'université, et ce n'est pas vraiment dans toutes les universités. Alors, au vu des challenges auxquels elles se heurtent, il est important de trouver un bon équilibre et de renforcer les acquis en interne avant de vouloir se lancer dans ces activités-là. Et donc, la création de plus en plus de programmes de mentorat, de coaching par des personnes beaucoup plus expérimentées apparaît donc comme une solution palliative pour aider à renforcer les compétences en management et en gestion d'équipe. Alors, une fois ces défis adressés, il est trivial que
les facteurs externes comme le cadre réglementaire et juridique, les financements et autres peuvent être analysés et discutés pour voir comment améliorer l'écosystème. Merci beaucoup d'avoir suivi cette partie. Je vais encore revenir pour les entretiens et je passe la parole à Elisabeth. Merci, Rocky. Donc, comment les fintech et les startups sont-elles accompagnées aujourd'hui? Les chances d'obtenir un financement et créer des emplois sont plus élevées pour ceux qui reçoivent le soutien de l'écosystème. Il existe un besoin pour la création des incubateurs accélérateurs spécifiques aux fintech, soutenus par les entreprises privées. En RDC, on voit un arsenal de 22 facilitateurs, donc la majorité sont les incubateurs. La diversification croissante des acteurs crée un écosystème plus mûr. Et dans nos entretiens, les fintechs ont noté que les frais des services des incubateurs étaient élevés. Et la plupart des fournisseurs ont une tendance d'utiliser des produits, des services de développement d'entreprise, donc BDS, standards qui sont généralement créés pour des grandes entreprises, donc ils ne sont pas du tout adaptés aux besoins des startups ni des fintechs, surtout autour des défis que Rocky a mentionnés tout à l'heure. Et on voit toujours un besoin de développer un réseau de monteurs expérimentés en startup disposés à partager leurs connaissances. La collaboration, surtout entre les banques et les fintechs en RDC, aidera à développer des produits de première génération. Mais aussi, les fintechs peuvent s'appuyer sur une base de données des banques pour développer des produits adaptés. On remarque aujourd'hui que les grandes institutions financières développent de plus en plus leurs propres solutions digitales sur une base d'appel d'offres et peu d'entre eux travaillent avec les fintechs locales. Les principaux acteurs des IMF ont leur siège en dehors de la région et se concentrent sur des solutions globales. Donc, ça, ce qui limite la marge de manœuvre pour les programmes de collaboration établis localement. Et les filiales congolais n'ont pas de décisions à prendre. Malgré ça, on voit quelques efforts, faut remarquer. Donc, les banques collaborent avec les fintechs locales en tant qu'émetteurs de monnaie électronique pour les fintechs. Donc, on voit par exemple avec UBR, CFC et son application Flash sur lesquelles ils ont travaillé ensemble pour développer des solutions innovantes ainsi que MyHP. Et CFC et Baobab, pendant notre étude, étaient en train de mettre sur le point de signer un accord de partenariat pour les agents de Baobab d'utiliser leur plateforme Flash. Les partenariats devraient se baser sur la confiance. La puissance de collaboration ou des partenariats ne doit jamais être sous-estimée. Et malgré la présence des agrégateurs clés, la plupart des plateformes ne sont pas assez importantes aujourd'hui pour pouvoir développer des solutions rentables avec une seule plateforme. Et à cause de ça, ça oblige les fintechs à s'associer simultanément avec des acteurs multiples. Donc, quelques obstacles qui sont perçus par les fintechs, donc l'identité. Les Congolais n'ont pas une pièce d'identité nationale. En interne, les Congolais utilisent beaucoup de pièces. Par exemple, une seule personne peut avoir 4 cartes d'électeur et cela crée des problèmes pour les KYC, pour l'identification des clients. Dans la concurrence, on voit une dynamique qui favorise les opérateurs téléphones mobiles, tandis que les autres types de fintech ont des difficultés d'accéder et à utiliser les canaux USSD et les API fiables. Et pour le réseau multi-paiement, aujourd'hui, on n'a pas un système de règlement en temps réel. Ça peut prendre à peu près une semaine. Pour l'heure, la plupart des banques en RDC se prient sur des systèmes étrangers qui leur disent des avantages du coût, les temps et les risques. Le système de règlement régional intégré, CRS, est opérationnel, mais aucune banque n'est pas encore connectée.
côté opportunité perçue par les fintechs, on voit le nouveau plan numérique qui couvre jusqu'à l'horizon 2025 et qui se repose sur 4 piliers. Donc, les infrastructures, les données, les usages applicatifs et la gouvernance et la régulation. Donc, ça donne par rapport au fintech et voit que l'avenir est beau. Et on voit beaucoup d'initiatives publiques-privées. Donc, on a plusieurs activités, des salons, les sommets. En février, on a vu le premier salon de e-commerce et fintech, par exemple. Et il y a tous les acteurs qui collaborent, même les régulateurs, sur ces activités. Et dernièrement, avec les sandbox, les bacs à sable, qui est une opportunité pour comprendre les activités des fintechs pour élaborer une réglementation ou une orientation bien adaptée. Donc, dans le cadre de mise en œuvre du projet de modernisation du système national de paiement, la Banque centrale a mis en place le sandbox en février 2019. Et le premier essai de concours, ensemble avec FSD Afrique et Elan, a commencé. Et il s'agissait d'un concours qui soutient le développement des solutions de paiement et des services financiers innovants, pertinents, avec une valeur ajoutée pour l'RDC. Donc, quelles sont les opportunités d'amélioration pour l'inclusion financière? Donc, comme on a mentionné, de créer une carte d'identité digitale. Les systèmes d'identification jouent un rôle clé dans la réalisation de nombreuses ODD, comme l'inclusion financière et économique, la protection sociale, santé, l'éducation, parmi d'autres. Et le pouvoir de vérifier facilement avec une certitude l'identité d'une personne est crucial pour le développement du secteur privé, car un système d'identité numérique permet aux entreprises de diminuer les charges d'exploitation liées à leurs obligations de contrôle et d'élargir leur clientèle, tout en contribuant plus largement à la création de nouveaux marchés et à l'environnement favorable aux entreprises. Donc, comme nous avons déjà noté, la possession des cartes d'identité nationale est très faible, voire inexistante. Donc, on devrait donc adapter ou prioriser le déploiement des cartes d'identité digitales. Il faut aussi supprimer les taxes sur les téléphones mobiles. Donc, le manque d'accessibilité des services mobiles en RDC est exacerbé par les niveaux élevés des taxations sur l'utilisation des appareils. Donc, les taxes représentent un part relativement élevé sur les coûts de possession de téléphones mobiles, donc 28% par rapport aux autres pays en Afrique subsaharienne. Et selon le GSMA, les taxes sur les appareils représentent 5% des coûts de possession des appareils mobiles, donc 44% sur les coûts des appareils. Et ça, c'est un premier obstacle à la possession des appareils mobiles. Les taxes d'utilisation représentent 23% du coût de possession d'une mobile, donc 26% des coûts tarifaires, ce qui limite l'accessibilité de la consommation mobile. Et dans la recherche de GSMA, ils ont montré que l'inclusion financière pourrait augmenter s'il y a une réforme de la taxation du secteur mobile. Ça pourrait contribuer à accroître l'accès aux données mobiles et à haut débit, en particulier dans les communautés rurales à faible revenu, car plus de 70% des nouveaux abonnés proviennent des groupes à faible revenu dans tous les scénarios. Et dernièrement, quelques limites dans la stratégie nationale de l'inclusion financière. Donc, il manque une stratégie nationale pour coordonner les efforts de différentes parties prenantes afin d'atteindre une grande partie de la population. Et il n'existe pas des moyens d'identification biométrique au niveau national. Donc, pour l'instant, le pays accepte la présentation des divers documents d'identité non standardisés. Et le plan national de numérique de RDC ne pourrait pas se concrétiser
que lorsque l'identification biométrique des populations sera opérationnelle. Donc, dans le marché de RDC, nous observons certains points que nous avons mentionnés, tels que, en raison de forte utilisation d'espèces et de faiblesse des infrastructures, les institutions financières ont besoin de gérer des montants importants d'argent liquide pour répondre aux besoins. Le risque de crédit élevé est principalement dû à l'absence des plans d'entreprise et d'historique des flux de trésorerie, ce qui oblige les banques à privilégier les actifs et les placements liquides à titre de garantie. Le manque de confiance à l'égard des institutions financières, la prépondérance du secteur informel et le manque d'habitude et de crainte des pannes de réseau freinent l'adoption de mobile money. Donc, les fintechs, avec leur capacité disruptive, peuvent contribuer à répondre aux besoins du marché et réduire les coûts. Donc, par exemple, la recherche pour mieux comprendre les besoins des clients afin d'adapter des produits et des services. Les services financiers et non financiers liés à les envois des fonds nationaux qui ne sont pas liés aux services bancaires aujourd'hui. Donc, avec ces données, on peut faire beaucoup avec le crédit digital. Par exemple, pour les situations d'urgence. Il faut par contre trouver un juste équilibre entre l'amélioration de l'accès au crédit et la protection contre le surendettement, qui est difficile et nécessite une vision globale du marché du point de vue des consommateurs et des prestataires. Les données alternatives pour remédier les asymétries des informations qui empêchent les PME d'obtenir des frais et des économies des soins de santé liées aux services des prix réduits pour démocratiser les services de base. Au-delà de tout ce qui est déjà dit sur le paysage des fintechs, quelles recommandations nous formulons? Donc, pour les entrepreneurs, il faut bien comprendre l'environnement des activités, les besoins des clients pour avoir des produits et des services bien adaptés. La plupart des investisseurs aujourd'hui sont anglophones. Donc, je sais que vous écoutez un anglophone, mais malheureusement, à ce stade, il faut parler anglais pour attirer plus des investisseurs. Développer mieux l'innovation en ciblant les secteurs nécessitaux et éviter toujours le mimétisme. Étant des activités en d'autres zones, en dehors des pôles principaux comme Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu-Goma. Pour les incubateurs, il faut favoriser les expériences positives en partageant les initiatives et mettant en lumière des réussites afin d'aider les gens à découvrir les fintechs ou des startups qui peuvent avoir une carrière viable. Et ça aussi peut attirer plus des investisseurs. Il faut se concentrer sur la fourniture et la mise en relation avec un éventail de pairs et mentors qui comprennent le monde des startups. Investir dans les matières de formation bien adaptées aux startups. Pour les grandes entreprises, il faut faciliter les collaborations avec les startups et se rendre disponible pour le mentorat et le coaching et continuer de financer les concours et les événements et sponsoriser les incubateurs pour mieux connaître les opportunités à collaborer avec les fintechs. Pour le gouvernement, il faut créer une fiche réglementaire pour les fintechs dans une langue simple, créer une opportunité politique réglementaire pour les fintechs et définir clairement les conditions et les autorisations. Intégrer les fintechs dans la stratégie numérique car ils peuvent accroître l'inclusion financière, la création d'emplois et la productivité. Combler le grand déficit d'infrastructures existantes en commençant par l'électricité et les services d'Internet. Stimuler l'investissement dans les jeunes entreprises locales grâce à des incitations fiscales et promouvoir les campagnes de collecte des fonds. Organiser des événements pour expliquer et rassurer les investisseurs locaux et étrangers. Promouvoir les possibilités d'investissement privé
par les incitations à la création des sociétés de capitaux risques et les réseaux de business angels, corriger les partenariats entre les banques et les incubateurs en offrant des solutions de financement plus simples et plus souples aux jeunes incubés. Crasher, par exemple, et créer des API pour les fonctions de reporting des institutions financières et développer des programmes d'études sur l'entrepreneuriat dès le niveau d'enseignement secondaire. Et finalement, pour les donateurs, investir dans l'éducation entrepreneuriale, parce qu'on avait vu, c'était la base de tout. Promouvoir les success stories pour stimuler l'entrepreneuriat et soutenir les pôles d'innovation, les incubateurs et les accélérateurs. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je redonne la parole à Rocky pour la suite. Merci beaucoup, Elisabeth. Et donc, là, nous allons passer aux entretiens. Et donc, je vais demander à M. Ridi et M. Patrick d'activer leur microphone. Et en passant aussi, je les remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer d'abord avec M. Ridi. Bonjour, M. Ridi. Est-ce que vous nous entendez très bien? Bonjour, M. Rocky, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Parfaitement. C'est bien. Alors, pouvez-vous vous présenter et merci aussi de présenter MaxiCash rapidement en 30 secondes et nous dire le but de sa création et quelques chiffres clés de MaxiCash. Ok. Je suis donc Rudy Mukwamu, entrepreneur congolais, basé à Johannesburg, en Afrique du Sud, et aussi à Kinshasa, en RDC. Mon expérience est dans le développement des solutions tech dans le secteur financier. Alors, je suis aussi cofondateur de la plateforme MaxiCash, une plateforme de paiement et de transfert d'argent qui fonctionne bien sûr dans les deux pays, donc l'Afrique du Sud et la RDC. Aujourd'hui, MaxiCash a 3 modules, donc l'application MaxiCash, la carte Visa MaxiCash et le MaxiCash Gateway, qui est notre produit phare, qui aide beaucoup d'entrepreneurs congolais aujourd'hui et des ONG à pouvoir recevoir des paiements en ligne. Okay. Nous comptons plus de 300 marchands congolais aujourd'hui qui reçoivent des paiements sur la plateforme MaxiCash et qui bénéficient effectivement de cette plateforme. Et nous avons plus de 10 000 utilisateurs sur notre application MaxiCash. Ça donne un aperçu de notre présence dans les deux pays. Donc, nous sommes fortement bien représentés, que ce soit en Afrique du Sud comme aussi à Kinshasa. D'accord, merci beaucoup. Alors, comme première question, je dirais que la RDC est un géant qui somnole ou peut-être mieux qui se réveille. Donc, avec plus de 90 millions d'habitants, plus ou moins 90 millions, pourquoi est-ce que les activités de FinTech n'ont pas d'impact ou ne décollent pas en RDC? Ok, donc je ne pense pas que c'est un souci de décollage, c'est plutôt un souci de maturité. Les FinTech en RDC n'ont pas plus de 3 ans. Et la population congolaise ne sont pas encore prêts à pouvoir embrasser les fintech de la manière dont on veut qu'ils puissent les embrasser. Donc maintenant, là, ils apprennent à peine à connaître les fintech. On commence à peine à mettre une marque sur une solution fintech. Et c'est juste le début. Donc les 2 premières années, c'était assez difficile que les gens puissent utiliser nos solutions. Surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de confiance. Les gens ont peut-être confiance aux banques. Et même les banques, beaucoup de gens préfèrent garder leur argent à la maison que de mettre ça dans la banque. Et alors, une solution fintech, ça pourrait prendre encore un peu plus de temps. Alors, les fintech ont des solutions qui gèrent l'argent des gens. Donc, il faut aussi de l'expérience pour pouvoir gérer l'argent des gens. Beaucoup de fintech n'ont pas, ils sont tellement jeunes qu'ils n'ont aucune connaissance de gestion d'une entreprise. Et beaucoup de consommateurs n'ont pas encore confiance de pouvoir utiliser des solutions fintech. C'est ce qui freine un peu le décollage des solutions fintech en RDC. Et beaucoup de solutions fintech qui marchent aujourd'hui, ce sont des solutions qui se sont focalisées sur du B2B au lieu de se focaliser sur du B2C. D'accord, donc
manque de maturité, manque d'expérience, beaucoup plus un focus sur le modèle commercial du B2B. Alors, une autre question, en tant qu'entrepreneur, nous savons que la RDC est un pays francophone, mais la plupart des investisseurs sont anglophones. Alors, on voulait savoir comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, vous taclez cette épineuse question pour votre accélération. Oui, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir lever des fonds en Afrique, surtout dans un secteur très francophone. Les francophones ne sont pas encore, ne sont pas comme les anglophones, ils prennent pas des risques à investir dans des startups de la même manière. Donc, beaucoup de fintech, de solutions fintech ou des entreprises fintech sont obligées aujourd'hui d'avoir leur pitch deck en anglais, de pouvoir être capable de pouvoir maîtriser l'anglais, de pouvoir aller dans des événements dans des pays anglophones, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, même au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud, aller dans des événements pour pouvoir présenter ses produits en anglais. Donc, et pouvoir tenter de pouvoir avoir des investisseurs anglophones. Le seul challenge que nous avons tous, c'est la situation du pays. Il n'y a pas assez de données, il y a pas de statistiques qui aident les investisseurs à pouvoir analyser un dossier fintech pour la RDC et pouvoir se fier de ces informations pour pouvoir prendre des décisions. C'est ce qui est un peu plus challenge et ce n'est pas des fonds qui vont encore prendre plus de risques avec les startups africaines tant qu'il n'y aura pas assez d'informations pour pouvoir évaluer les risques de certains projets. Merci beaucoup. Donc, ils doivent être assez courageux pour aborder les investisseurs anglophones. Une question, actuellement, la COVID-19 n'a épargné aucun pays et donc les fintechs dans beaucoup de pays ont joué un rôle très prépondérant. Et on voulait savoir quel est-il pour la RDC, quel a été le rôle joué par les fintechs pendant cette période-là. Donc, je pourrais peut-être parler de notre situation maintenant. Donc, la période de Covid a été le boost pour notre équipe. Le fait de ne pas avoir de contact, d'être obligé de pouvoir utiliser, par exemple, des solutions e-commerce pour commander de la nourriture, pour commander des gadgets, a permis à certains consommateurs de pouvoir donner la chance et aux plateformes e-commerce et aux solutions fintech. Alors, comme beaucoup de plateformes e-commerce travaillent avec MaxiCash, nous avons eu l'opportunité d'avoir tout ce flux de transactions passant par nous et les gens, ça a permis aux gens de pouvoir connaître MaxiCash, la marque, et de pouvoir se donner l'opportunité aussi de commander nos cartes, leur permettant de pouvoir payer des plateformes comme Netflix, payer en ligne. Ils n'avaient pas de solution pour payer en ligne. Ils ne connaissaient pas et c'est en période de Covid que nous avons pu multiplier notre chiffre d'affaires pratiquement par trois. Merci au Covid qui a permis aux gens de pouvoir donner une chance à cette plateforme. Donc, les chiffres d'affaires ont triplé et aussi les gens, la population congolaise maintenant connaît MaxiCash. Et donc, une opportunité peut-être pour se développer à long terme et garder un peu cette relation avec la population. Alors, peut-être l'avant-dernière ou la dernière question. Les régulateurs congolais, la Banque centrale du Congo, semblent être un peu en retard en ce qui est de la réglementation des fintechs. Alors, on voudrait juste savoir qu'est-ce qui explique ce retard et est-ce que cela constitue une opportunité ou un risque pour les fintechs? Oui, c'est en même temps une opportunité et un risque, dépendant de comment est-ce que ça peut être vu. C'est vrai que la Banque centrale ne s'est pas vraiment focalisée sur trouver des solutions pour les fintechs ou même essayer de voir comment développer le secteur des fintechs en RDC. Ils viennent de lancer une instruction 42 qui fait la réglementation des solutions monétiques. Donc, tout est rassemblé ensemble. Donc, ils ont rassemblé les banques, les telcos, les agrégateurs de paiement, les fabricants de cartes bancaires, les fournisseurs de canaux d'acquisition, les éditeurs de logiciels et de solutions monétiques. Ils ont créé une forme de loi et de licence
que ces plateformes sont obligées d'avoir, inclut les gestionnaires de plateformes e-commerce. Ça montre aussi, on voit déjà les gestionnaires de plateformes e-commerce inclus dans cette instruction, ça montre justement le retard que la Banque centrale a pour pouvoir trouver des solutions permettant à pouvoir faire développer ou de démocratiser, par exemple, ne fût-ce que de paiement digital dans le pays. Bon, on peut voir qu'ils ont un retard, ils essayent de pouvoir se rattraper. Et en ayant cette collaboration, c'est-à-dire que les plateformes comme la nôtre doivent venir vers la Banque centrale pour exposer effectivement nos problèmes, nous pouvons voir la possibilité de pouvoir ensemble travailler pour trouver des débouchés. Donc, créer un cadre de travail commun pour comprendre les activités des fintech, ainsi faire une bonne réglementation bien adaptée aux activités des fintech. Alors, pour finir, à la suite de ce rapport, est-ce que vous aurez d'autres recommandations à court ou à long terme, à court, moyen ou long terme, que vous pouvez formuler pour le bon développement des fintech ou des startups congolaises? Je pense que, comme j'ai dit, je crois, beaucoup plus tôt, le problème, c'est justement il n'y a pas de données, il n'y a pas de statistiques, surtout pour la RDC, le secteur financier, où il n'y en a pas assez. Et c'est difficile pour les investisseurs de pouvoir investir. Vous avez déjà démarré, vous avez fait quelque chose de très bien. Nous sommes assez impressionnés par le travail qui a été fait. Je pense que la prochaine étape, c'est la vulgarisation de ce rapport. Donc, de trouver des moyens pour pouvoir partager ce rapport, que les gens puissent avoir des indications sur ce pays qui est assez grand et qui a un grand potentiel, qui permettrait justement à pouvoir développer le secteur financier et des fintech grâce aux investissements qui devraient venir dans ce pays. Alors, merci beaucoup pour les compliments. Et M. Ridi, ne partez pas loin parce qu'on va encore revenir vers vous lors de la séance des questions-réponses. Et donc, je demande aussi aux participants, si vous avez des questions spécifiques pour M. Ridi, veuillez les écrire dans la boîte à questions et ainsi, lors de la séance des questions-réponses, on peut encore y revenir là où il peut encore donner beaucoup plus de détails. Merci beaucoup, M. Ridi, et à très bientôt. Je passe maintenant à M. Patrick. Bonjour, M. Patrick, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, M. Cherokee, je suis là, je vous entends en 5 sur 5. Parfait. Alors, M. Patrick, qu'est-ce que vous pouvez vous présenter, mais aussi nous présenter Auréole en tant que coach en 30 secondes, peut-être nous donner aussi certains chiffres clés de Auréole, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup, M. Cherokee. En fait, je suis Patrick Mouroula, d'un profil gestion d'entreprise, gestion de PME, gestion microfinance. Je suis le responsable chargé de coaching et formation à Auréole. Alors, parce qu'on parle d'Auréole, Auréole, c'est un incubateur des startups basé à Bukavu. Bukavu, c'est le chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Nous opérons également à Uvira et très prochainement dans la province de Kalemi, dans la ville de Kalemi, pardon. En fait, Auréole a été fondé en 2016. L'idée, en fait, c'est promouvoir l'entrepreneuriat. Non seulement l'entrepreneuriat, mais aussi surtout l'esprit d'innovation, parce que vous vous rendrez compte que, et votre rapport l'a démontré, l'économie de la RDC, elle est vraiment fondée sur le PME, mais il y a cet esprit de mimétisme. Hein? On est au Sud Kivu, à l'est de la RDC. En tout cas, c'est du copier-coller. Tout le monde veut aller à Dubaï, en Chine pour acheter et revenir vendre. Alors on se dit, il est possible d'avoir une structure d'accompagnement pour donner aux jeunes le savoir-faire afin de booster l'esprit d'innovation entrepreneuriale et être sûr qu'on a des entreprises bien établies qui produisent des biens et services qu'on continue d'importer vers l'extérieur. Voilà. Actuellement, nous sommes à 125 incubés. La plupart de nos projets entrepreneuriaux sont effectivement portés par le jeune. Voilà un peu exactement ce qu'est Auréole. 125 projets, c'est quand même un chiffre impressionnant. Félicitations.
Alors, Monsieur Patrick, on voulait juste que vous puissiez partager avec nous le processus complet d'incubation de Auréole. Donc, comment est-ce que vous recrutez les incubés? Comment est-ce qu'ils contactent Auréole jusqu'à ce que le projet soit lancé? Est-ce que vous pouvez rapidement, de manière brève, nous décrire le processus complet? Merci beaucoup, Monsieur Rocky. Peut-être pour être plus bref, je vais synthétiser ce processus en trois. Nous avons ce qu'on appelle la pré-incubation, nous avons l'incubation proprement dite et puis la période de post-incubation. Alors, la pré-incubation, c'est la phase où on identifie le projet, la phase où on fait la sélection, l'appel à projet, la phase où on fait la sélection de projet. À l'interne, on a des critères pour retenir le projet le plus viable, le projet qui sont le plus innovants, le projet qui a une emprise non seulement sociale mais aussi économique plus pointu par rapport à d'autres. Donc, c'est un peu ça qu'on appelle la phase de pré-incubation. Et maintenant, une fois qu'on a retenu le projet, ce projet passe maintenant par le système d'incubation. Et quand je parle d'incubation, je vois d'abord la formation théorique que nous offrons à Auréole. Alors, on a un paquet complet des modules en gestion entrepreneuriale qui ramassent vraiment toutes les thématiques, que ce soit marché, produit, que ce soit leadership, que ce soit business plan, que ce soit comptabilité. Donc, on essaie de donner en fait ce paquet complet aux entrepreneurs. Alors, au-delà de formation théorique, nous avons le coaching et mentorat. On se dit, au-delà des aspects généraux, il est possible de s'asseoir avec les incubés, d'avoir des experts dans chaque domaine. Et c'est là, quand je parle des experts, il s'agit de personnes qui maîtrisent non seulement les théories, mais aussi de praticiens dans le domaine, de praticiens qui ont fait succès dans leurs entreprises, qui peuvent donner du conseil, du coaching aux jeunes entrepreneurs dans le but effectivement de voir leur idée devenir une réalité, des entreprises qui sont tenables et soutenables. Donc, c'est dans ce sens qu'on fait le coaching et le mentorat. Et au cours de cette phase même, on a le partage d'expériences, des séances qu'on appelle café connexion, des ateliers où voilà, les autres entrepreneurs, même n'étant pas coach, qu'on identifie dans la vie, viennent partager aussi leur expérience à nos incubés. Alors, vers la fin de la formation et du coaching, normalement, l'entrepreneur est censé avoir un business plan un business plan, je vais dire, bancable. Mais on s'est dit, finalement, ces gens qu'on a suivis, qu'on a formés, qui sont passés entre les mains des experts, est-ce que quand ils ont des projets que nous estimons viables, faut-il laisser ces projets dans le tiroir? Alors, vers la fin de ce processus, on se dit, exploitons deux pistes. La première, c'est de dire, est-ce qu'il est possible d'organiser des séances? Est-ce que j'en ai fait? Des dîners d'affaires où on invite les potentiels investisseurs et chaque entrepreneur qui est passé au sein de notre incubateur et qui a suivi la formation, l'expérience de coaching jusqu'à la fin, a la possibilité de présenter son projet, là où on a invité des hommes d'affaires, de banques, des banquiers, on a invité des grandes entreprises, en fait, toute personne qui peut être potentiellement un investisseur, soutenir ces projets, invité dans ces séances, et voilà, avec l'idée de voir l'appui voilà, que nos incubés peuvent avoir. Alors, vers la fin, on s'est dit, voilà, ça c'est un premier aspect, on s'est dit, nous-mêmes à l'interne, parce que ces jeunes ont de projets qui sont viables, et ils sont quand même limités en termes peut-être de garanties matérielles pour obtenir un crédit bancaire. Alors nous-mêmes, on a développé, on continue encore toujours de développer des contacts avec les banques. On a établi des partenariats avec certaines institutions financières, que ce soit banques ou les IMF, pour financer le projet que nous estimons viable, qui ont fini le processus d'incubation. Voilà un peu le processus d'incubation. Alors après, voilà, les jeunes peuvent obtenir du crédit. Nous avons maintenant ce qu'on appelle la période post-incubation. Là, effectivement, il s'agit d'abord de suivre le projet qui ont obtenu du financement et s'assurer qu'ils sont en train de bien œuvrer. On fait vraiment ce monitoring pour s'assurer qu'il y a un retour sur leur investissement et que donc les activités marchent bien. Mais après, on a ce qu'on appelle le soutien à l'entrepreneuriat. Donc, ces jeunes-là,
on le garde dans notre réseau. Toutes les fois qu'ils ont, par exemple, mis en place un nouveau produit, un nouveau service, dans l'idée de soutenir les rénovations, on peut les appeler dans nos séances, dans nos ateliers, dans nos dîners d'affaires pour voilà, partager l'expérience, faire connaître le produit et service qu'ils mettent en application. Voilà un peu de façon succincte le processus d'incubation chez Auréole. Alors là, j'ai retenu deux points vraiment particuliers à Auréole. D'abord, c'est l'organisation de ces ateliers-là où les incubés présentent, donc ils font des pitchs pour présenter leurs projets et quelque chose que nous n'avons pas trouvé vraiment dans la plupart, chez la plupart d'incubateurs au Congo, c'est clôturer vraiment un cycle complet d'incubation, le fait de, de sponsoriser ou d'accompagner les incubés jusqu'à avoir du crédit. Ça, franchement, c'est une particularité de Auréole. Alors, peut-être l'avant-dernière question, Monsieur Patrick. Quels sont les grands défis auxquels fait face Auréole dans son processus d'incubation? Les grands défis auxquels nous faisons face, en fait, vous allez vous rendre compte que, comme je l'ai expliqué, le processus d'incubation nécessite en fait plusieurs compétences. Voilà. On veut transformer le jeune vraiment en entrepreneur et lui doter des compétences managériales, non seulement de compétences technologiques, des compétences sur la gestion de produits, des compétences sur la clientèle et tout ça. Donc, ça nécessite à l'interne qu'on ait des ressources humaines qui sont disponibles. On a des experts ça et là dans la ville. Alors, faire appel à tous ces différentes personnes, c'est coûteux pour nous. Alors, l'idée, c'est que normalement, les jeunes, nous leur offrons ces services. Nous, en tant qu'entreprise, on devrait répercuter ce coût à ces jeunes. Mais il se fait que généralement, le coût, en fait, il n'est pas tenable pour les jeunes. Donc, nous, en tant qu'Auréole, en tant qu'institution, on a ces mismatchs entre ce que nous, on offre et ce que nous, on peut recevoir de ces jeunes. Ces jeunes, c'est des startups, des gens qui ont des idées ou alors qui sont vraiment à la phase initiale de l'entreprise qui sont limités par le moyen. Donc, du coup, il est difficile, vraiment difficile. Et peut-être j'aimerais féliciter l'équipe Auréole, des gens qui touchent dans leur poche pour pouvoir soutenir, payer les différents coachs pour en fait voir les choses évoluer. Voilà, on continue à réadapter, réaffiner notre business model pour estimer qu'il est soutenable dans l'État. Mais en bref, vraiment, les défis, il reste celui-là. Ces jeunes ne sont pas vraiment capables, dans le court terme, de pouvoir payer le coût nécessaire à ce que nous leur offrons comme formation, comme coaching. Merci beaucoup. Vouloir la connaissance et payer pour la connaissance, c'est deux choses différentes. Alors, Monsieur Patrick, merci beaucoup pour vos réponses et ne partez pas loin parce que là, nous allons commencer la séance des questions-réponses et donc nous sommes sûrs que avec les questions de participants, vous aurez encore l'opportunité de donner beaucoup plus de détails sur certaines questions. Alors, sans beaucoup plus tarder, je passe la parole à mon collègue Bokar pour la séance des questions-réponses. Bokar, vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup. Merci Oki, merci Elisabeth, merci très chers panélistes. Nous avons reçu pas mal de questions, mais je vais juste me retarder. C'est une question qui a été posée par M. Bocat dès le début, qui posait la question par rapport à trouver la référence entre l'étude qui a été menée par Deloitte en 2018, qui disait que le taux de bancarisation en RDC était de 6%. Et 8% par rapport à ce que Rocky a mentionné tout à l'heure. Donc, nous sommes basés sur l'étude de Fintex qui date de 2017. Donc, il est fort probable qu'entre 2017 et 2018, il y a eu cette évolution-là. Voilà, merci beaucoup pour la question. Donc, la première question que je vais poser, je vais la poser à Elisabeth. Elisabeth, quelle relation entre les opérateurs téléphonie mobile et les quelle
c'est un peu mal posé, mais quelles sont les relations qui existent actuellement entre les opérateurs de téléphonie mobile et les fintech en RDC? Je pense que ça, c'est une question pour Rudy, mais on a vu quelques collaborations déjà sur le marché. Rudy, est-ce que tu veux commencer? Je peux faire ajouter quelque chose? Oui, donc en termes de collaboration, oui, il y a des collaborations avec des fintechs. Comme je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y a pas beaucoup de fintechs en RDC. On est peut-être 4 ou 5 qui sont assez bien établis. Donc, en termes de collaboration, très souvent, ça va au fait à la taille du projet. Il y a des projets, par exemple, que si c'est un produit ou un projet avec, par exemple, une compagnie qui fait du betting, les telcos préfèrent prendre le projet eux-mêmes, mais si c'est des petites entreprises, les telcos acceptent de travailler avec des fintechs pour développer des projets fintech en collaboration. Très bien, merci beaucoup. Elisabeth, sauf si tu as des éléments à apporter de plus. Oui, donc comme elle a dit, il y a très peu. Donc, on a vu par exemple que CFC travaille avec la plupart des ORM. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Flash App et ODP qui travaillent aussi avec les ORM pour offrir le service à leurs clients. Et moi, j'avais noté que Airtel travaille avec MaxiCash et eTransact pour un projet d'irrigation, pas irrigation, pardon, d'agrégation pour les transferts internationaux. Très bien. Étant donné, Elisabeth, que vous avez la parole, vous avez la main, vous pouvez toujours garder la parole. Il y a une question très, très pertinente sur l'identification. Donc, je lis la question. Le pays ne dispose pas de carte d'identité qui identifie les individus. Les seules pièces d'identité exigées par les institutions financières sont les passeports, permis de conduire, qui ne sont accessibles qu'à une certaine classe sociale, etc. Maintenant, la question, c'est de savoir comment les fintechs peuvent exploiter cette faiblesse pour contribuer à l'inclusion financière. OK. Vous avez tout à fait raison que c'est un problème sérieux. Donc, en janvier, le gouvernement a annoncé un programme vers c'était quoi le nom? Le système national d'identité digitale. Et le BAD va le financer. Donc, à partir du mois de septembre, il va commencer une étude de faisabilité. Donc, ça va prendre du temps avant que ça réussisse. Mais donc, cette question est très pertinente puisque comme ça va prendre du temps, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que FinTech en attendant que ça arrive? Donc, nous avons mentionné les opportunités vers les produits. Et on sait bien que si nous avons une registre national de la population, on peut développer plus de produits plus pertinents pour le marché. Donc, il faut toujours faire attention et il ne faut pas, des fois, on tombe amoureuse de nos solutions et on adore la technologie, mais il faut penser à la population aussi et au sens surtout au niveau de éducation numérique et le niveau de leur téléphone, si déjà ils ont un téléphone. Donc, il ne faut pas développer des systèmes trop compliqués pour eux. Mais si on a ce registre national, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les données. Donc, c'est maintenant le moment de réfléchir sur vos MVP, Minimum Viable Products, de qu'est-ce que vous pouvez commencer à développer avec les données pour faciliter, par exemple, nous avons mentionné pour les PME, ils ont du mal à accéder du crédit parce qu'on n'a pas une idée de leur flux de crédit. Donc, il y a beaucoup de transferts d'argent dans le pays avec les sociétés de transfert d'argent. Donc, c'est maintenant de faire nouer les partenariats et commencer surtout avec le sandbox. Le back sub, c'est aussi une opportunité de voir qu'est-ce que vous pouvez tester pour donner confiance à la BCC de vos systèmes, etc., pour se préparer pour cette nouvelle avenir.
Merci beaucoup, Elisabeth. Vous avez évoqué les registres d'identité et il y a une question très pertinente qui concerne les technologies de décentralisation, je dirais plutôt distribuées, telles que la blockchain. Donc, la question, je la pose à Rudy, c'est quelles sont les opportunités que la blockchain offre pour pallier aux problèmes de crise de confiance entre les institutions financières en RDC? Je pense que la plateforme en soi, ça veut dire que la blockchain euh, devrait être un outil justement pour être une solution pour un problème de confiance. Mais la question, c'est que les banques n'ont pas un souci de confiance de transaction entre eux. C'est plus la population qui a un problème de confiance envers les banques ou aux solutions fintech. Et parler de la blockchain, nous avons trouvé que mettre en place une solution blockchain et ne pas en parler est mieux que de pouvoir en parler parce que les gens sont confus, ne connaissent pas exactement les avantages ou les désavantages d'une solution décentralisée comme la blockchain. Et la majorité des gens sont confus entre blockchain et Bitcoin et ça fait peur un peu à la population sur des solutions qui fonctionnent sur la blockchain parce qu'ils ont l'impression que ce sont des plateformes que les gens vont utiliser pour pouvoir vous escroquer. Donc, très souvent, quand il y a des projets qui vont utiliser la blockchain, on évite presque de pouvoir en parler. Et c'est juste dire qu'il y a une plateforme sécurisée qui peuvent utiliser pour ce genre de solution. Mais ça veut dire que c'est juste un problème d'éducation qui peut bien sûr être résolu en donnant à la population l'information dont ils ont besoin et même en travaillant avec les banques et la Banque centrale pour utiliser la blockchain comme étant une plateforme de décentralisation. Ça pourrait être utilisé même pour les sociétés de télécommunications, pour pouvoir utiliser pour leur interopérabilité entre les banques, des banques aux telcos, des telcos aux fintech. Une plateforme blockchain pourrait vraiment aider à pouvoir donner une confiance à tout le monde. Mais ça, c'est quelque chose qui va aller très loin. Effectivement. Merci beaucoup. J'ai une question pour Patrick. La question c'est, y aurait-il plutôt une corrélation entre l'adoption des fintech et le niveau moyen d'éducation de la population? Merci beaucoup pour la question, Ridi. Mais j'aime bien la question parce qu'en fait, il a été démontré dans les études, que ce soit ici au Congo et partout, que en fait, le niveau d'éducation, c'est quelque chose qui peut influer sur l'adoption non seulement des fintech, de tout ce qu'on appelle DFI, Digital Financial Services. Mais il se fait, et ça je dis par rapport aux incubés qu'on a, il se fait que normalement, quand on veut développer un service, on doit tenir compte non seulement du niveau d'éducation, mais je dis surtout du contexte dans lequel on veut opérer. On veut opérer. Alors, je dis ça parce que normalement, le fintech cible un certain marché. Et le marché, il est congolais. On sait que le niveau de taux d'éducation, il est encore faible. Si on veut encore targeter les villages, les endroits les plus reculés, c'est encore plus compliqué. Donc, normalement, on penserait qu'à l'avance, il y a une corrélation. Si les gens ne sont pas éduqués, utiliser le fintech, ça serait compliqué. Mais actuellement, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut régler, c'est quelque chose qui peut être réglé si réellement le fintech passe par une étude de marché pour bien comprendre non seulement les besoins, mais aussi ses niveaux d'éducation. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir parce que, par exemple, on a mené à l'interne une étude pour voir en fait, est-ce que ces gens qui ne sont pas éduqués sont capables d'utiliser, par exemple, le mobile money. Et vous trouverez que les fournisseurs de ces services sont quand même arrivés à adapter, à faire en sorte que le service soit aussi accessible même à la frange de population qui n'a pas étudié. Donc, pour moi, le problème, c'est avoir un service qui est accessible. Et ça, c'est possible même sur quand on parle de fintech, de mettre en place des produits et services qui, en fait, ne demandent pas assez de complications sur le plan technologique, juste un code. Donc, je pense que ce niveau de corrélation peut être réglé si le fintech
passe par vraiment une étude de marché et mettre en place de produits et services adaptés au marché des niches qu'ils sont en train de targeter. Oui, il en existe, mais si le FinTech adopte de mécanismes pour lutter contre ça, moi je pense que normalement, même ces populations qui n'ont pas assez à ce niveau peuvent utiliser ces services. Très bien. Nous avons pas mal de questions. Je vais peut-être prendre cette question-là et je vais l'adresser à tous les panélistes, plus spécifiquement à l'équipe de MSC. C'est, avez-vous intégré les résultats du plan national numérique dans l'analyse des défis auxquels font face les fintechs en RDC ou dans les défis auxquels fait face la RDC aujourd'hui? Donc, il parle notamment du manque d'interopérabilité entre les différents services et aussi de l'éducation numérique. Donc, la question elle est ouverte. Donc, toute personne qui souhaite apporter un certain élément de réponse est la bienvenue. Bon, Bocar, je peux commencer. Donc, Oui, bien sûr, vas-y. il serait vraiment difficile d'analyser l'environnement digital de la RDC sans pour autant vraiment parler du plan national du numérique Horizon 2025, qui est un plan développé et qui va s'étendre sur 6 ans. Mais lors de nos analyses, bon, on s'est dit que est-ce que ce n'est pas un plan beaucoup plus ambitieux parce que nous savons comment est-ce que les politiques sont mises en œuvre en RDC et malheureusement, nous n'avons pas vu vraiment de manière claire la part des fintech dans la définition de ce plan national. Nous avons remarqué qu'il y a des points qui touchent la transformation digitale, mais beaucoup plus on parle de la transformation digitale des administrations ou de la fonction publique et la création de la culture digitale et la mise en place des infrastructures qui vont permettre à ce que les opérations digitales soient beaucoup plus fluides. Mais c'est pourquoi dans nos recommandations, nous avons clairement dit qu'il faut intégrer de manière claire les fintech dans la stratégie numérique, comme ça qu'on puisse le voir, parce que au fait, la souffrance des fintech en Afrique est que les régulateurs ne parlent pas de manière spécifique des fintech. Et c'est ça ce qui crée des problèmes ou des cacophonies dans l'exercice des fintech. Vraiment, c'est rare des pays en Afrique. Je peux citer par exemple le Ghana et le Kenya qui sont parmi les rares pays qui ont déjà une réglementation très claire, spécifique, adressée au fintech, vraiment, et dit que c'est au fintech. Mais dans d'autres pays, certaines, on les assimile carrément aux institutions financières parce qu'on s'est dit qu'elles sont en train d'offrir des services financiers. Et dans d'autres pays, il y a carrément du calme, donc c'est silence absolu. Et voilà, c'est pourquoi dans nos recommandations, on veut à ce que vraiment cela soit autant clair que possible. Merci, je ne sais pas, les autres peuvent aussi compléter. Ok, très bien. Merci beaucoup, Rocky, pour ces éclaircissements. Il y a une question très précise pour M. Ridi. C'est quelles sont les insuffisances réglementaires que vous avez eu à constater dans l'analyse de la réglementation au niveau de la RDC? OK. En termes d'instruction réglementaire, c'est plus que l'instruction n'est pas adaptée au fintech du tout. C'est ça, en fait, le plus grand souci que nous déplorons de la Banque centrale, c'est que, c'est-à-dire qu'il n'y a personne à la Banque centrale qui voit le rôle que les fintechs peuvent jouer dans le futur. Donc, même déjà en termes d'identification des différents acteurs, on parle d'agrégateurs, on parle d'émetteurs de cartes, on parle de banques. C'est-à-dire qu'une fintech doit s'adapter en étant de prendre un ou deux de ces rôles.
C'est-à-dire qu'une fintech pourra être identifiée comme un agrégateur de paiement, comme un producteur de cartes bancaires. C'est-à-dire que fintech en soi n'est pas du tout défini dans cette loi, ce qui fait que tout le monde essaie de s'adapter et ce grand challenge ferait que pour une fintech qui ne sait pas s'identifier, il est obligé de payer des prix exorbitants pour pouvoir avoir une licence d'opération. Donc, c'est-à-dire qu'une fintech ne pourra pas peut-être opérer s'il n'a pas 5 000 ou 10 000 $ pour pouvoir avoir une licence pour opérer en RDC, ce qui devient un challenge même pour le secteur fintech, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des jeunes qui peuvent développer des solutions fintech peut-être même adaptées juste pour leur environnement, pour leur quartier. Si on doit être agrégateur de paiement pour pouvoir travailler avec une institution telco, alors que c'est les telcos qui va en fait faire tout. La fintech peut seulement trouver une solution plus adaptée pour son quartier en créant par exemple une plateforme qui permet qu'on puisse payer avec M-Pesa, Orange et tout, parce que le corps même de la plateforme n'est pas sur lui. C'est-à-dire que le danger, le risque n'est pas vraiment sur la fintech. Et le fait de ne pas avoir justement ce document ne donne pas des détails sur la réglementation pour les fintechs. Donc, les fintechs sont obligés de s'adapter à la loi. Merci beaucoup, Roger. On va prendre deux dernières questions parce que le temps nous est compté. Donc, j'ai une question pour Patrick. C'est de savoir quelle est la place de la digitalisation au niveau des incubés de Auréole. Merci beaucoup pour la question, Luca. En fait, nous sommes dans l'ère du digital, c'est ce qu'on peut appeler l'ère actuelle. Et alors à Auréole, en fait, on est conscient de ça. Alors on s'est dit, nous offrons un paquet de modules, mais dans nos modules, intégrons en fait l'aspect digital. Donc, quand on forme sur la gestion, non seulement on forme on donne des formations un peu plus générales, mais dans nos formations, on intègre des aspects spécifiques sur les digital. Je donne un exemple précis. Vous vous rendez compte qu'on a par exemple des entrepreneurs qui œuvrent au niveau de la ville de Bukavu, mais ils sont aussi éparpillés, ou alors les clients, le fournisseur, se trouvent éparpillés dans les différents villages du Sud-Kivu. En fait, lors de nos formations, on essaie d'insister sur cet aspect-là. Comment est-ce qu'un agriculteur, un opérateur économique, une start-up, peut établir ces liens pour avoir de paiement digital et ne pas être obligé chaque fois de se déplacer pour aller payer le matière première ou alors pour aller, je ne sais pas moi, vendre ce produit fini. Donc, on essaie dans nos formations de faire un focus particulier sur la finance digitale. Et parce qu'ici, on parle de fintech, mais c'est un peu plus large parce que, par exemple, dans mon équipe, la plupart sont un nombre important dans l'agriculture, dans la part d'agritech. Donc, il y a quand même pas mal de projets parce qu'à Bukavu, il n'y a pas assez d'institutions jusque-là qui font de fintech. Et maintenant, il y a d'autres entreprises qui viennent avec des projets orientés digital, mais pas vraiment fintech. Alors, on essaie de prendre en compte tout cela, mais même nos autres entrepreneurs qui n'œuvrent pas dans les aspects tech, on essaie quand même d'intégrer dans nos modules et de leur montrer le bien fondé du digital, comment est-ce que cela peut faciliter le paiement, le paiement, les achats et tout ça. Et généralement, on trouve que c'est quelque chose d'important. Au lieu par exemple, on avait des entrepreneurs qui tout le temps pouvaient faire la Chine, tout le temps, mais peut-être qu'ils ignoraient qu'il y a moyen d'établir un lien digital avec les faire de paiement digitaux avec leurs fournisseurs. Donc, à Auréole, enfin, on prend compte de ça dans nos formations, dans nos coachings. Voilà, c'est un peu ça. Très bien, Patrick. Malheureusement, le temps nous est vraiment très compté. Nous allons prendre le soin de répondre à vos questions par mail individuellement. Les rapports sont disponibles dans nos sites web. Vous pouvez vous les procurer et nous serons très ouverts à recevoir vos feedbacks. Je réitère également votre attention à aller vous inscrire sur le hub de la finance digitale parce que c'est une plateforme qui a été créée pour vous, pour l'ensemble
des acteurs de l'écosystème. Nous voulons vous retrouver là-bas, partager avec nous vos idées, publier. Vous avez la main surtout, donc n'hésitez surtout pas à aller vous y inscrire. Monsieur, madame, un mot pour la fin. Rudy, monsieur Rudy, je vous laisse un mot pour la fin. Oh, je vous remercie. Pour m'avoir inclus dans ce webinaire. Je pense que ça peut vraiment être un départ pour nous aider, à nous en RDC, de pouvoir développer le secteur des fintech. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Patrick. Merci beaucoup. Nous vous remercions également de cette invitation et même de ces échanges. On estime que nous, en tant qu'incubateur, le FinTech, devrons aussi comprendre que ces liens avec les incubateurs, c'est quand même pertinent pour développer les côtés business au-delà des aspects technologiques qu'ils maîtrisent. Donc, on vous remercie aussi pour ça. Ok, Elisabeth. Ok, donc merci beaucoup à tous les participants, mais aussi merci à nos invités. Ils ont été vraiment très proactifs aussi à notre demande, mais aussi nous saluons aussi cette collaboration entre nous comme cabinet de recherche et d'assistance technique, aussi avec les gens qui sont vraiment sur terrain, les institutions qui sont vraiment impliquées à faire de l'étude une réalité. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une belle initiative de partenariat et de collaboration, et donc qui n'hésitent pas aussi à nous revenir s'ils ont des questions. Ils pensent que nous pouvons apporter une solution. Merci beaucoup. Elisabeth. OK, merci à tous. Donc, juste comme Patrick a mentionné, c'est hyper important de bien comprendre les besoins locaux et comprendre aussi le niveau d'éducation et le niveau de capacité numérique d'utiliser les solutions. Comme ça, c'est bien adapté pour eux. On voit un bel avenir pour l'RDC. Il faut quand même promouvoir les choses qui marchent bien parce qu'en dehors de RDC, les gens ont un peu peur et ils n'ont pas le besoin d'avoir peur de travailler en RDC. Donc, le plus qu'on promouvoit les choses qui, les fintech, les entrepreneurs, etc., le plus des investisseurs qu'on va venir en RDC. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, très chers panélistes. Le prochain webinaire est prévu pour le 6 août et le webinaire nous amène au Mali avec des invités de marque aussi. Donc, rejoignez-nous, nous vous attendons. Sur ce, passez une bonne soirée et à très bientôt. Merci.